vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto. Il est député du Nord, il est aussi le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, c'est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Adrien Quatennens. Bonsoir Thomas Soto. Alors on entre tout doucement dans l'ère du déconfinement, un déconfinement progressif, un déconfinement que le gouvernement présente comme prudent. Quel regard vous portez, vous, sur les mesures annoncées par Jean Castex? Est-ce qu'elles vous conviennent? D'abord, je souhaite de tout cœur que ça marche. Parce qu'on a besoin de pouvoir se retrouver, de respirer, de s'émouvoir dans les salles de cinéma ou dans les salles de spectacle. Je m'alerte simplement du fait qu'une nouvelle fois, à part le calendrier, je ne vois pas d'alternative au confinement comme nous le proposions, c'est-à-dire des moyens de limiter drastiquement par des protocoles sanitaires ou l'organisation de roulement la circulation du virus. Or, je vois comme vous, Thomas Soto, qu'Emmanuel Macron est peut-être en train d'opérer un virage. Il fait moins de la gestion de crise sanitaire, un peu plus de politique à l'approche de l'élection présidentielle. C'est un déconfinement politique ? C'est sans doute un déconfinement hasardeux, en tout cas, je le crains. Parce que, souvenez-vous qu'Emmanuel Macron nous disait que pour déconfiner, il fallait atteindre le seuil de, je crois, 5 000 cas par jour. On est plutôt autour de 30 000. Juste avant de rentrer dans votre studio, je m'entretenais avec un de mes contacts au CHU de Lille qui m'expliquait que la situation est encore très difficile pour nos soignants. Donc ça veut dire quoi? C'est trop tôt, en fait? Même si on a tous envie, comme vous, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, c'est trop tôt? Je ne vais pas vous dire que c'est trop tôt pour la raison que nous-mêmes nous appelions à la réouverture. Mais cette réouverture doit être conditionnée. Et je ne vois pas pour le moment qu'Emmanuel Macron ait prévu de mettre partout dans les salles les purificateurs d'air, d'organiser les demi-jauges partout où on peut le faire, de pourquoi pas réquisitionner des bâtiments, de recruter du personnel. Je pense notamment par exemple aux professeurs. Mais même regardez, hier il y avait une mobilisation dans 117 villes de France des soignants, la réanimation, qui réclament des effectifs supplémentaires, des hausses de salaire. On peut parler de passe sanitaire, hein, mais je crois d'abord et avant tout que c'est sur les moyens pour juguler cette épidémie. C'est deux sujets différents, le déconfinement et les problèmes de l'hôpital qui sont réels et qui eh bien, en tout cas, je vous dis, Thomas Soto, je crains qu'Emmanuel Macron, s'il n'organise pas les alternatives au confinement, telles que nous les avons proposées avec Jean-Luc Mélenchon depuis le mois de novembre, s'il ne les organise pas, je crains qu'il peut déjà, peut-être, nous annoncer la date du prochain confinement. On n'est pas à l'abri que la situation sanitaire se dégrade si on n'organise pas les alternatives. Donc voilà, vous n'avez pas confiance dans les mesures qui ont été prises? Je suis satisfait du fait qu'enfin un calendrier et des perspectives nous soient données, mais je crains que le tout soit hasardeux, en effet. Le pass sanitaire, vous l'évoquiez, qui après avoir été rejeté, a finalement été adopté par l'Assemblée hier soir. Vous n'en voulez pas? Pourquoi? Alors d'abord, sur ce point, Thomas Soto, parce qu'il ne faut pas que ça passe comme une lettre à la poste. Les Français doivent savoir ce qui s'est produit hier à l'Assemblée nationale et qui se produit d'ailleurs assez régulièrement. Quand la République en marche est battue dans un vote à l'Assemblée nationale, le gouvernement organise les conditions d'une seconde délibération, souvent tard dans la nuit, avec l'assurance du fait qu'un nombre de députés suffisant pour retourner la situation lui permette de gagner le vote. Son allié, le MoDem, n'avait pas voté, donc a participé au rejet du premier vote. Il avait donc été mis en minorité. Ils avaient des demandes, notamment la fin de la période de transition de l'état d'urgence sanitaire, non pas fin octobre, mais fin septembre. La majorité a dit OK au MoDem, qui du coup a accepté de voter. Vous comprenez quand même que le vote avait eu lieu, et pour nous, parlementaires d'opposition, nous avions voté. Et on refait le vote à l'issue. C'est quand même une drôle de manière. C'est un déni de démocratie ? Clairement, ça veut dire que ce Parlement est devenu une chambre d'enregistrement des desiderata du président de la République. Une raison de plus pour moi de vous dire que l'urgence, c'est d'en finir avec cette 5e République à bout de souffle qui concentre tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme et de son gouvernement parallèle qu'est le Conseil de défense, et de donner un peu de respiration démocratique à tout ça en convoquant une assemblée constituante pour la 6e République. Vous regardez vers 2022, moi je regarde vers le déconfinement. Le pass sanitaire, pourquoi, au-delà de ces considérations politiques, vous n'en voulez pas ? Alors d'abord, il y a la question des inégalités. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès librement, comme on le souhaiterait en tout cas, au vaccin et dans des circonstances qui permettraient à tous de se faire vacciner. Mais surtout, Thomas Soto, pour venir travailler aujourd'hui, est-ce qu'on vous a réclamé un pass sanitaire? Absolument pas. Si vous décidez, tout à l'heure, vous ne pourrez plus, il y a le couvre-feu, mais d'aller faire vos courses pour aller consommer et produire, on n'a pas demandé aux gens un pass sanitaire. Donc plutôt qu'un pass sanitaire qui va en plus ne concerner que le temps de liberté et de loisir, je crois que le plus efficace, c'est 1. Monter en puissance de la vaccination, 2. Des protocoles sanitaires et des alternatives au confinement. Et notez d'ailleurs que sur la montée en puissance de la vaccination, on a vu qu'après que Joe Biden ait annoncé sa volonté de lever les brevets, M. Macron s'est aligné alors que depuis des semaines que nous le réclamons avec Jean-Luc Mélenchon, il s'y est opposé. La France avait voté contre à l'OMC. Mais j'observe que cet après-midi au Parlement européen encore, les députés du groupe de La République En Marche mettent des bâtons dans les roues à cette levée des brevets pour satisfaire les laboratoires pharmaceutiques. Donc il y a une duplicité permanente entre les paroles et les actes qui n'est pas supportable dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. Est-ce que vous boycotterez le pass sanitaire? Est-ce que vous dites n'allons pas dans les restos qui l'exigeront, n'allons pas dans les salles de spectacle ou pour les grands concerts de plus de 1000 personnes qui le demanderont ou pas? Quelle est votre position là-dessus? Je souhaite mener la bataille pour qu'on entende que plus qu'un pass sanitaire, ce dont nous avons besoin, c'est de véritables protocoles sanitaires. Et d'ailleurs, j'alerte sur le fait qu'il faudra en effet être vigilant à ce que des établissements ne l'exigent pas.
si par ailleurs on ne leur demande pas. Je crois que par exemple pour ce qui est des restaurants, il n'est pas prévu qu'on demande le pass sanitaire pour les restaurants. Donc il faudra veiller aussi à ce que des responsables d'établissement n'exigent pas ce pass sanitaire. Je crois que les tests et des protocoles sanitaires doivent permettre que la vie reprenne, mais j'insiste, tout en limitant la circulation du virus, car ne croyons pas que cette épidémie soit terminée. Beaucoup de magasins, de petits commerces mis en difficulté par la crise demandent le droit de pouvoir ouvrir le dimanche. Y êtes-vous compte tenu des circonstances favorables ? Non, parce que je considère que les salariés de ce pays ont payé un lourd tribut dans cette crise sanitaire et que le temps libre doit être préservé. Voilà. Et y compris si c'est un temps déconfiné qui va nous permettre de nous retrouver. Voilà. Mais là, ce sont des petits commerces, des petits commerçants qui le demandent. Mais moi, je suis pour qui sont souvent tout seuls dans leur boutique. Je suis pour qu'on les soutienne économiquement. Mais ce qui a été fait quand même. Je ne suis pas ce qui a été fait ou pas ? Bien sûr, sur ce point, bien évidemment. Mais je suis pour que l'on ne fasse pas du temps libre un temps contraint au prétexte qu'il y aurait la crise. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit les Français dans leur grand nombre qui payent la crise. Thomas Soto, un instant quand même, en pleine période de pandémie, les milliardaires de ce pays ont accru leur patrimoine de 55%, avec des sommes où on est passé de 230 milliards de patrimoine cumulé à 477. Je ne tolère donc pas qu'Emmanuel Macron veuille faire payer cette crise aux Français, notamment par sa réforme de l'assurance chômage, qui vise à faire 2,3 milliards d'économies sur le dos des chômeurs, à qui il va rendre l'indemnisation plus difficile d'accès et avec des effets d'inégalité que les calculs de l'Unédic ont montré. Alors ça, vous m'emmenez vers le chemin de la présidentielle. La France Insoumise a présenté aujourd'hui une garantie. Tous les chemins mènent à Rome. On a bien compris que chez vous et chez beaucoup de politiques en ce moment, tous les chemins et toutes les questions mènent à la présidentielle. Pour une raison que tout le monde comprend, c'est que compte tenu ce qui n'est pas illégitime en démocratie. Compte tenu des enjeux, compte tenu de la situation que nous avons sous les yeux et des pouvoirs que cette élection confère, c'est sans doute la seule qui est à même d'intéresser les Français dans la période que nous vivons. Alors LFI a présenté une garantie d'emploi. L'idée, c'est de proposer une activité payée au SMIC ou une formation rémunérée à tout chômeur. Est-ce que c'est à dire que demain, dans le monde de la France insoumise, tous ceux qui n'auraient pas de travail deviendraient en quelque sorte des fonctionnaires payés par l'État ? Alors d'abord, nous faisons une campagne sur le programme. Et aujourd'hui sort en librairie notre 3e revue sur les questions sociales, après que la 2e était sur la planification écologique et la première sur la démocratie. Tout ce matériel se retrouve en librairie. C'est important de faire une campagne sur le fond, sur le programme. On arrête de discuter de la couleur des cravates des uns et des autres, qu'on parle de fond. Alors vous avez raison, Thomas Soto, notre diagnostic est le suivant. Tout n'a pas été fait face au chômage de masse dans notre pays. Et on atteint un nouveau record. Cette majorité est la majorité de tous les records. Bientôt 12 millions de pauvres en France, 300 000 personnes dans la rue et 7 millions d'inscrits à Pôle emploi depuis janvier 2021. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quand même eu une crise sanitaire qui a un peu changé les choses et que le chômage était plutôt en repli jusque-là. Mais il ne m'aura pas échappé non plus, Thomas Soto, que toutes les politiques néolibérales en matière de lutte contre le chômage, qui visent à flexibiliser le droit du travail, à faire des exonérations de cotisations sociales ou à baisser les impôts de production, sont inefficaces. Thomas Soto, nous avons 7 millions d'inscrits à Pôle emploi, je vous le disais, pour quelque chose comme, on nous parle souvent de 300 000 emplois non pourvus. Ce qui veut dire que même si vous mettez tous les chômeurs disponibles dans les cases vides qu'il y a de disponibles, il vous reste une masse considérable de chômage. Alors nous voulons en sortir avec cette logique qui viserait à renoncer au plein emploi. Jean-Luc Mélenchon est le candidat du plein emploi. Et ce système de garantie de l'emploi... C'est aussi le candidat des 32 heures, c'est aussi dans votre programme. On y vient, mais ce système vise à dire que tout chômeur volontaire qui souhaite travailler doit se voir en dernier ressort, si le marché de l'emploi, comme on dit, n'en est plus capable, proposer un emploi qui réponde à ses qualifications et à des missions, notamment des emplois verts ou des missions d'aide à la personne, parce qu'il y a beaucoup de travail et de tâches à accomplir, mais trop peu d'emplois créés et souvent de l'emploi trop précaire. Donc là, vous dites que le plein emploi dépend d'une volonté politique. Bien sûr, mais vous savez que le droit à l'emploi est un droit qui est inscrit dans notre Constitution. Même la Constitution de 58 le reprend, elle dit toute personne a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Et bien, nous voulons faire en sorte que ce droit à l'emploi soit réel et nous ne voulons pas nous en remettre sans cesse à un marché de l'emploi qui en plus utilise le chômage pour faire pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. Si le marché du travail, comme on dit, n'est pas capable d'accomplir toutes les tâches que nous avons à accomplir face aux défis que nous avons devant nous, comme la bifurcation écologique, alors nous prendrons nos responsabilités, nous le ferons. Et on aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets. Chaque femme, chaque homme, Thomas Soto, j'en finis là, chaque femme, chaque homme aspire à vivre dignement de son travail. Et nous avons de quoi proposer du travail pour tous. Cela dit, pour mettre en place ce programme, il va falloir arriver au pouvoir. Et alors là, c'est pas gagné. La gauche, c'est autant de candidats que de divisions. Par exemple, avec les Verts, c'est mort. Les écologistes ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre. Ça, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans Le Monde aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon qui les traite aussi de fauchetons, de menteurs. Jean-Luc Mélenchon brutalise le débat public. Ça, c'est la réponse de Yannick Jadot. C'est vrai qu'on a plus l'impression qu'on est entre ennemis plutôt qu'entre alliés, là. C'est mort, cette illusion du candidat commun de la gauche, honnêtement. Mais Thomas Soto, interrogez les uns et les autres, parce que, voyez-vous, dans l'élection régionale, par exemple, toutes celles et ceux qui chantent sans cesse les couplets de l'union de la gauche
exclut la France insoumise de cadre Vous commun. visez les Verts dans les Hauts-de-France Alors que la France insoumise fait ce qu'il faut. Nous, dans ces régionales, nous faisons la démonstration de notre capacité de travailler avec tout le monde dès lors qu'on est sur une base claire. Mais vous y croyez sincèrement. Est-ce que vous croyez à une candidature unique de la gauche en 2022 ? Sincèrement. Jean-Luc Mélenchon ne cesse de dire, depuis le début de cette campagne présidentielle, qu'il a une vocation de candidat commun. Et vous n'aurez pas échappé que les sondages montrent que, quelle que soit la configuration, il est à gauche le mieux placé, et souvent de loin. Alors oui, sauf que le PS veut y aller, le PC va y aller, il a déjà son candidat Fabien Roussel. On a l'impression que vous faites exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour. Non, justement. Par contre, j'interroge Thomas Soto. Je pense que parmi les interlocuteurs que nous aurions peut-être et que vous avez cités, et c'est un problème pour nous, certains d'entre eux partent perdants. Ils pensent, je le dis, que 2022 est perdu. Ce n'est pas notre cas. Vous pensez à qui là ? Je pense à ceux que vous avez cités. Donc le PS, le PC, Jadot. Le PS, le PC. Je pense que malheureusement, nos interlocuteurs pensent que 2022 est perdu et donc sont dans une autre logique, qui est une logique de, finalement, préservation des appareils. Mais moi, je le dis, Jean-Luc Mélenchon l'a dit récemment, compte tenu de la pente des événements, en matière écologique, en matière sociale, en matière de démocratie, quand on voit y compris l'arrivée potentielle de l'extrême droite aux portes du pouvoir, 2022, a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est la dernière station avant le désert. Tous ceux qui font des calculs sur les étapes d'après se trompent lourdement. Alors nous voulons faire une campagne sur le fond, introduire des thèmes qui permettent de bâtir une majorité d'adhésion dans ce pays. C'est pour ça d'ailleurs que ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon fera son premier meeting déconfiné en plein air à Aubin dans l'Aveyron. J'ai une dernière question. Il y a une bataille qui semble être perdue déjà pour la gauche, c'est PACA, la région PACA. Les sondages montrent que dans toutes les configurations, que ce soit un duel, triangulaire, quadrangulaire, aujourd'hui c'est la liste du Rassemblement national menée par Thierry Mariani qui l'emporterait. Adrien Quatennens, on est vraiment au bout, donc je vous demande d'être simple et concis, s'il vous plaît. Si cette situation se confirmait, est-ce que la France insoumise ferait jouer le Front républicain pour faire barrage au Rassemblement national en PACA ? Les gens en ont ras-le-bol de cette affaire de barrage, Thomas Soto. Donc ils en ont ras-le-bol. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en PACA, les écologistes sont irresponsables. Premier acte, ils ont exclu du cadre commun la France insoumise. Et deuxième acte, une fois exclus, ils se divisent entre eux dans une région où on sait que le risque Si le Rassemblement national est en position de l'emporter en PACA, vous ne ferez pas tout pour l'empêcher de gagner ? Écoutez, la meilleure manière d'empêcher le Rassemblement national de gagner, c'est pas d'appeler sans cesse à faire barrage. Entendez-moi, les gens en ont plein le dos. Ce qu'il faut faire, c'est convaincre, et d'une chose en particulier, et je m'arrêterai là, c'est que pendant que Marine Le Pen fait sauter à la corde tout le monde, y compris les responsables de La République En Marche, sur son calendrier et son agenda, on oublie de dire que Marine Le Pen est la candidate prête à être adoubée par le système. Vous l'avez vu dire « il faut rembourser la dette ». Moi, je le dis solennellement à votre micro ce soir. Les personnes des milieux populaires qui pensent qu'en votant pour Madame Le Pen, on met un coup de pied dans la fourmilière, se trompent lourdement. Partout où les amis de Madame Le Pen sont au pouvoir en Europe, les affaires se portent bien et continuent. Si vous voulez une alternative populaire, clairement, regardez-y, regardez le programme. Ça se passe avec Jean-Luc Mélenchon. Donc il sera candidat quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, Jean-Luc Mélenchon. Mais aujourd'hui, il est de loin le mieux placé. C'est un point d'appui. Mais moi, je le souhaite et bien évidemment, nous faisons campagne pour gagner, Thomas Soto, pas pour témoigner. Alors celles et ceux qui veulent nous aider, arrêtez de regarder leurs chaussures et se rassembler. Ça se passe sur noussomspour.fr et regardez ce que nous proposons. Merci Adrien Quatennens d'être venu. Merci de m'avoir invité. Nous voir ce soir et je pense que ma maman aura été sensible au fait que vous me citiez aussi souvent pendant cette interview. Merci à vous. À suivre, l'œil de Valérie Trierweiler qui se pose ce soir sur l'autre 10 mai, celui dont on a beaucoup moins parlé cette semaine et Valérie le regrette amèrement. Thomas Soto, RTL.